J'ai perdu une de mes très bonnes amies qui s'est suicidée suite à une longue dépression quand même. Je pensais pas que tu vois, ça allait arriver un jour. On devait avoir, je crois, 23 ans. T'as l'impression de plus maîtriser ton propre corps parce que tu dis à tout moment je peux partir et alors là je contrôle plus rien et t'as envie de mourir, tu vois, à ce moment-là. J'avais des pensées noires, des pensées un peu suicidaires. Tu te lèves le matin, t'es en angoisse totale, t'as pas envie de vivre, tu vois. Ouais. T'as envie que ça s'arrête, quoi. Ouais. Je crois qu'il est tombé un peu amoureux de moi, mais moi pas trop. Et donc je me suis mis la pression à moi, une pression énorme parce qu'en plus j'ai emprunté 35 000 € de ma poche et je me suis dit oh mon Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que je rembourse tout toute seule. La chose la plus importante pour moi, c'est d'investir sur soi avant toute chose. C'est ça qui va te permettre d'avoir les plus grands résultats dans ta vie. En 2 mois, tu vois, j'ai perdu 2 personnes à qui je tenais. Et après en fait, il s'est passé des choses dans ma vie à ce moment-là qui ont fait que ça m'a bouleversée. Est-ce que j'en parle ? Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs, qui soient successful ou pas, et on parle de tout sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Bienvenue à tous sur le nouvel épisode de l'envers du décor. Très content d'avoir une invitée de marque aujourd'hui qui a fait le déplacement depuis Bali. Enfin, j'en ai profité parce qu'elle était là et on se connaît depuis 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Marie Perrault, dans la place. Il n'y a personne pour applaudir derrière. C'est dommage. Tu rajouteras à la fin. C'est ça. Créatrice de contenu sur Instagram, principalement, je crois. Principalement, ouais, on va dire ça. C'est ce qui me plaît le plus, donc on va dire principalement, ouais. Ouais, je vais éviter de te présenter et faire des erreurs, donc je vais te laisser te présenter brièvement, si tu peux, pour les gens qui nous écoutent sur le podcast. Ok. Parce que le podcast, il est sur du coup, Apple Podcast, Spotify, YouTube principalement. L'envers du décor, n'oubliez pas. Et je vais laisser Marie se présenter rapidement. Ok, alors je m'appelle Marie, j'ai 28 ans. Et je suis du coup créatrice de contenu sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube. Et je suis aussi, on va dire, entrepreneur. J'aime bien me définir comme ça, mais je travaille en freelance en fait, pour des boîtes. Donc je travaille en freelance pendant 2 ans et demi pour une boîte française dans la tech. Et là, je rebosse pour une boîte française aussi dans la tech, une start-up, en freelance du coup. Donc je fais un peu des deux. Et j'habite à Bali je suis basée à Bali depuis 2 ans. Donc je suis ce qu'on appelle une digital nomade. Donc je travaille, en même temps je voyage et voilà, je suis un peu maître de mon temps et de mon emploi du temps. C'est plus beau. Ou moins, on va dire. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et on va revenir sur tout ça. Ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on s'est perdu de vue, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Après, avec les réseaux, on peut toujours garder, tu vois. Moi, j'y suis plus trop sur Instagram. Donc, je vois plus trop ce que tu fais. Donc, c'est cool. On va creuser, on va aller dans les choses un peu deep sur le podcast. Est-ce que, du coup, on va commencer tranquillement ? Déjà, t'es prête pour raconter ta vie ? Oui, je suis prête pour raconter ma vie. Ouais, carrément. Moi, j'aime bien raconter ma vie. Je pense que tout le monde aime bien parler de soi dans tous les cas. Donc, c'est simple. Cool. Et je suis content parce que tu es créatrice de contenu sur Instagram. J'invite les gens à aller voir. Je vais mettre les liens en description. Et je pense que ça va être trop bien de voir un peu la face cachée d'Instagram, de tout ce que tu fais. Et c'est important pour moi de montrer ça du coup aux gens. Du coup, est-ce que tu peux me dire, on commence direct, où tu es née ? Où je suis née ? Je suis née en France. Je suis née à Courcouronnes dans le 91. Et j'ai grandi là-bas pendant, on va dire toute ma vie jusqu'à mes 18 ans. Donc du coup, j'ai grandi en banlieue parisienne pendant toute la première partie de ma vie, on va dire, jusqu'à mes 18 ans. Ok. Ouais. Tes frères et sœurs ? J'ai un petit frère qui s'appelle Alex, qui est plus jeune que moi, il a 25 ans. Voilà. D'accord. T'as quel âge déjà ? J'ai 28 ans, moi. 28 ? Oui. Waouh. Et du coup, région parisienne ? Ouais. Ok, dans une famille... Une famille... modeste, aisée je sais pas, j'ai toujours pensé que j'étais
j'étais née dans une famille aisée jusqu'à temps que je grandisse et que je me compare aux autres et que je me rende compte qu'en fait c'est plus une famille classe moyenne. On n'a jamais manqué de rien, j'ai toujours partie en vacances. Famille de classe moyenne, quoi, de banlieue parisienne. Rien de bien foufou, quoi. Ouais, donc... Mais j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu ce que je voulais, donc... D'accord. Et t'étais quel type d'enfant ? On va faire les deux. On va faire quel type d'enfant au sein de ta famille et quel type d'enfant à l'école ? Alors en fait, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Donc toute la première, on va dire, de mes 0 à mes 10 ans, j'ai toujours été une enfant assez sage, intéressée. J'aimais bien aller à l'école, j'aimais bien apprendre des choses, j'ai toujours été intéressée par tout ça. Et puis après, ça a commencé un peu à se compliquer dans ma famille. Mes parents, ils ont divorcé. Et donc du coup, là, à ce moment-là, je pense que j'ai commencé un peu à vouloir faire n'importe quoi. Ça a commencé à être compliqué, je pense, émotionnellement. Et vu que j'arrivais pas à le gérer, ça se retranscrisait. Alors ça, c'est pas du tout français comme mot. Ça se retranscrisait. Non, ça se retranscrivait à l'école. Et en fait, après, ça a commencé un peu à devenir chaotique vers, je dirais, mes 15 ans. Ça a commencé à devenir un peu complexe. Et après, il y a la crise d'ado aussi. Donc, donc il y a eu un divorce qui, pour toi, a été traumatique. Ouais, clairement. Je pensais que non sur le moment, mais clairement, avec le recul, oui. C'est rigolo quand même, parce que Margot, avant, me disait la même chose. Et il y a eu un divorce aussi ses parents ont divorcé. Mm-hmm. À ce moment-là, pour elle, c'était tranquille. Oui, ouais. C'était de l'eau. Et après coup, elle s'est rendue compte, en fait, ça a été ultra traumatique pour moi. Ouais, c'est fou comme parfois, quand t'es dans le moment et que tu vis quelque chose de difficile, t'as pas le recul nécessaire pour savoir à quel point ce que tu ressens, c'est difficile. Et c'est après, quand tu ressors de l'expérience, que tu te dis, ah oui. En fait, je l'ai pas très bien vécu, quoi. Ça t'a fait quoi, du coup, en fait ça t'a ressenti quoi à ce moment-là, quand il y a eu le divorce ? Tu me disais que à ce moment-là, t'avais pas ressenti grand-chose. Ou directement ça t'a marqué et c'est là que t'es parti un peu en live dans ta vie ? Non, je pense que ça a été compliqué parce que je voyais mes parents qui étaient malheureux, ma mère qui, émotionnellement, elle gérait mal tout ça et du coup, le climat à la maison était compliqué, très souvent. Mon père qui était triste, qui était seul, machin. Donc en fait, toutes les émotions, quand t'es petit, quand t'es enfant, les émotions de tes parents, tu les prends pour toi. T'as l'impression que t'es responsable. Et donc en fait, c'était beaucoup de... je pense que j'étais triste, je me renfermais sur moi-même, je me sentais seule, ce genre de choses, quoi. Et en fait, ça t'affecte beaucoup quand t'es enfant. Quand tu disais, du coup... qu'après ce divorce, t'as commencé un peu à faire n'importe quoi. Ouais. C'était à quel âge ? Vers mes 15 ans. Donc là, j'étais au lycée. Et en fait, j'étais complètement désintéressée de l'école, des cours. Je voyais pas l'intérêt. J'étais très rebelle. Je m'embrouillais avec mes profs. En fait, pour moi, quand les choses, elles ont pas de... Il y avait pas mal de choses que je trouvais qui n'avaient aucun sens. Et quand j'arrive pas à comprendre le sens profond des choses, je vois pas l'intérêt de faire les choses. Et du coup, j'étais très rebelle, je m'embrouillais beaucoup avec mes profs. J'ai commencé à fumer du shit. Je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai commencé à fumer du shit. Non, je sais pas. Si c'est toi qui connais YouTube mieux que moi, donc je sais non, pas si c'est... Moi, je pense pas qu'on puisse le dire, si c'est pour interdit. Ça. Donc, bref, je vais refaire. Non, mais je pense qu'on peut. Non, ne je pense pas. C'est pas grave. Ça sera pas monétisé alors. Et au pire, je ferai un bip. Où j'ai commencé à fumer des stupéfiants, à traîner pas forcément avec les bonnes personnes. À 15 ans. À 15 ans, à ne plus avoir aucun intérêt d'aller dans mes cours, en fait. Donc je voyais... Au collège ? Non, au lycée. 15-16 ans. À 15 ans au lycée ? À 15-16 ans, ouais, tu commences à être au lycée, non ? Je sais plus. Alors, j'ai commencé en 3e, voilà, et puis après, en seconde, j'ai résumé ma seconde. Et puis, après, tout le lycée, c'était assez chaotique. Donc, je traînais pas avec les bonnes personnes, je faisais n'importe quoi. J'étais pas intéressée par mes cours, je voyais pas mon avenir, j'avais aucune vision d'avenir, tu vois. Et je pense que j'étais déprimée avec le maintenant que je me regarde à cet âge-là, je pense que j'étais un peu déprimée, quoi. Et toi, avec le recul, tu penses que ça vient du divorce ? Je pense que ça a joué le manque de support, en fait, le manque d'attention de mes parents, le manque de support émotionnel, le manque de communication,
toutes ces choses-là dont qui m'ont pas donné. Et puis je leur en veux pas, hein. C'est juste que pour eux c'était aussi compliqué. Et du coup, c'est ça qui a fait que je manquais de repères à ce moment-là de ma vie. Et je manquais d'écoute, d'aide, de guidance aussi. Et ouais, je leur en veux pas, mais c'est ça qui a clairement fait que j'ai pété un câble à un moment de mes 16 à mes 18-19 ans, tu vois. Ok. Crise d'ado. Ouais, on va dire crise d'ado, mais je pense que la crise d'ado, je sais pas si la crise d'ado c'est normal ou si c'est quelque chose de pas normal. Je pense que c'est normal, mais après, tu vois, c'est ton environnement qui va faire que ça va être plus ou moins fort. Oui. Je pense vraiment que ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne et aussi du contexte familial et de la relation que tu as avec tes parents aussi. Ouais. Et du coup, t'as manqué d'amour alors ? La question, alors, t'as manqué d'amour ? Bah oui, je pense que... Non, j'ai pas manqué d'amour parce que mes parents, ils m'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je le sais. Mais je pense que eux-mêmes, ils étaient pas forcément... assez matures émotionnellement et en tout cas pas dans un moment de leur vie où ils étaient prêts à gérer moi ma transformation, et j'avais pas forcément d'autres personnes à qui parler, et donc ça a créé ce sentiment très fort de solitude et de manque de guidance en fait. Ok. Voilà. Okay. Pas de repère. Pas de repères et pas d'ambition, j'y voyais pas clair, quoi. Et puis en plus, je pense que le fait de fumer des joints toute la journée et de pas traîner avec des personnes qui te poussent vers le haut, tout ça, ça joue aussi. Donc, mais au fond de moi, je savais que ça allait pas durer parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieuse et c'est revenu après avec le temps. Donc, ouais. Ah, ça c'est cool. De toute façon, on va en parler. Oui, non mais oui. Et, parce que ça va être sur YouTube et tes parents vont voir que tu as pris des stupéfiants, c'est pas grave. Ah, mais ils le savent très bien. Aujourd'hui, moi, mes parents, je leur dis beaucoup, beaucoup de choses, donc ils savent très bien, ils savent tout. Je leur ai tout dit. Ah, donc il y a beaucoup de communication dans la famille. Aujourd'hui, ouais, beaucoup plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a eu un gros chemin, on va dire, avec le temps. Et puis j'ai 28 ans, donc quand tu grandis, t'apprends à te connaître, tu fais de la thérapie, tu vas voir des psys, t'apprends à savoir d'où viennent tes réactions. Pas tout le monde fait ça. Pas tout le monde fait ça, effectivement. Mais je pense que aujourd'hui, dans notre génération, c'est beaucoup plus, on va dire, on en parle beaucoup plus. Et donc, c'est moins tabou de dire que tu vas voir un psy. À l'époque de mes parents, c'était si t'allais voir un psy, c'est que t'étais fou, quoi, tu vois. Ben, même moi, quand j'étais gamin, jusqu'à très longtemps, je pensais que voir un psy, un thérapeute, c'était pour les débiles, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était, tu vois, pour ma mère, parce qu'elle était dépressive ou peu importe. Voilà. Et pourtant, c'est trop bien. Et pourtant, c'est trop bien, et tout le monde devrait y aller, clairement, parce qu'on a tous tu vois, un traumatisme, c'est pas forcément aller à la guerre et voir des choses horribles. Ça peut être des traumatismes émotionnels. On en a tous à différents degrés, on va dire, et on a tous des choses à régler, tu vois. Donc, non, tout le monde devrait aller voir un psy, clairement. Donc du coup, comment t'as fait pour pas sombrer quand tu faisais un peu n'importe quoi? Et tu sais, parce qu'en fait, à un moment, c'est charnière en fait ces moments-là, où tu commences à prendre un chemin qui est pas forcément le bon. Ouais. Soit tu continues, tu deviens vraiment une loque. Ouais, c'est ça. Et ta vie, ça y est, elle est dead, quoi. Soit tu choisis l'autre chemin. Et comment t'as fait? C'était quoi le déclic? Franchement, je pourrais pas te dire. Je pense que c'est mes parents aussi qui m'ont évité de sombrer, parce que malgré tout, c'est vrai que c'était compliqué, mais ils étaient quand même là pour moi. Tu vois, je veux pas non plus les blâmer. Ils étaient quand même là pour moi. Ils ont toujours voulu que mon frère et moi on réussisse. Donc ils nous ont toujours supportés, même si c'était compliqué et qu'il y avait des moments très difficiles. Ils étaient là, tu vois, pour essayer surtout ma mère, qui était là pour essayer de me ramener dans le droit chemin. Donc elle a vite capté que j'étais en train de, comme elle disait, filer un mauvais coton, et elle a essayé de me ramener dans le, tu vois, d'essayer de m'aider en fait. Et donc je pense que c'est comme ça que la première fois en tout cas que j'ai vu que si j'allais pas dans la bonne direction, ça m'a aidée. Et des amis aussi, en fait je les voyais, elles qui venaient de tu vois, des parents qui avaient fait des études. Mes parents, ils n'ont pas fait d'études. Et mes copines, leurs parents ont fait des études et ils les ont encouragées à faire des études. Et moi, je me suis dit, elles font ça, donc moi aussi, je vais le faire, parce que j'ai pas envie d'être celle qui reste derrière et qui fait rien. Donc du coup, ça m'a aidée aussi, je pense. Trop cool. Tes parents, ils font quoi? Enfin, ils
font quoi comme métier Mon père, il est chef cuisinier à la retraite. Et ma mère, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle a une entreprise de pompes funèbres. D'accord. Mais avant ça, elle bossait dans la pub. Ok. Sans études. Ils ont Sans trouvé un taf études, non. qui a permis de subvenir aux besoins de la famille, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sans études, ils ont pas fait, tu vois, après je sais même pas si mon père il est allé après le collège. Et ma mère, jusqu'au lycée, je pense, tu vois. Après, rien. C'est dingue ça, la génération de nos parents, sans études, ouais. Ils avaient l'opportunité de faire quelque chose, tu vois. Ouais, carrément. Alors que nous... aujourd'hui, alors laisse tomber. Hein. Si tu veux avoir une carrière sans études, c'est possible, je pense. Et puis les études que tu fais, ça va pas déterminer qui tu deviens, parce qu'il y a des gens qui ont fait des longues études, ils font rien après, tu vois. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est plus la personnalité, le tempérament, l'envie d'évoluer, l'envie de grandir, tu vois. Donc lycée, et du coup, tu as continué les études. Donc du coup, ouais, après le lycée, je suis passée à l'université, donc j'ai fait une licence de 3 ans en sciences humaines et sociales à Paris Descartes. Ok. Voilà. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, je savais même pas quoi faire. En sortant du lycée, j'étais complètement perdue. Je savais même pas ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes. J'ai l'impression que c'est genre 90%. Mais moi, je trouve ça complètement normal. C'est dingue quand même. Non, moi, je trouve ça normal. Enfin, comment d'être perdu Non, mais oui, ans comment tu peux attendre ? Comment tu peux savoir qui tu es déjà à 18 ans, ce que tu aimes ? Tu peux pas, enfin je veux dire t'es en plein développement de toi, en pleine recherche de toi, donc moi je trouve ça un peu idéaliste de demander à un jeune de 18 ans de savoir ce qu'il veut faire en sortant du lycée. Je veux dire, t'en sais rien, tu vois. Tu sais pas, t'apprends à te connaître plus tard, enfin, ça vient avec le temps, les expériences, les échecs, les erreurs, et de toute façon pour moi de tes 20 à tes 30 ans tu essayes des choses. Et c'est après, à tes 30 ans, que ça se solidifie et que là, tu sais à peu près qui tu es, tu sais à peu près ce que t'aimes pas. Et là, tu peux, je pense, et là, tu peux vraiment filer droit dans ce que tu veux faire et construire sur du long terme. Mais la vingtaine, tu sais pas, enfin, t'es en pleine exploration, tu vois. Ouais, c'est clair. Ou aussi, peut-être parce que on va pas te guider assez pour trouver ta voie, quoi. Ouais, ça, c'est un peu 50-50. Je pense que c'est bien qu'on te guide. Mais il y a aussi toute une part de c'est à toi de savoir, c'est à toi de t'explorer, c'est à toi de prendre des risques et de faire des erreurs. Et puis c'est là que tu te rends compte de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, ce que t'as envie et ce que t'as pas envie, tu vois, dans ta vie. Comme pour les relations d'ailleurs, c'est pareil. Tu vois, il y a des gens qui trouvent le grand amour à 15, 16, 17, 18 ans, mais il y en a, ça leur prend plusieurs relations avant de savoir ce qu'ils veulent dans une relation, tu vois. Mais du coup... Enfin, tu vois, le problème aussi qu'on a, je pense, avec tous les discours comme ça, où on dit que c'est très compliqué de trouver sa voie, ce qui est vrai, hein, c'est qu'après, les gamins, ils entendent ça partout sur YouTube, etc., ils arrêtent l'école à 18 ans, quoi. Ah non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'en tout cas, pour parler de mon expérience et de moi, comment j'ai fait pour, on va dire, trouver ce que je veux faire et ce qui m'anime vraiment, c'est de partir, de pas forcément... Bon, c'est ce que j'ai fait, mais après je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais de pas forcément penser à faire des études pour te dire ok, c'est ça, dans cette voie je vais gagner le plus d'argent, tu vois. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en sciences humaines et sociales parce que c'est quelque chose, c'est ce que j'avais étudié un petit peu ça au lycée, et je savais que ça me parlait, ça me plaisait, ça m'attirait, et j'avais envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que j'ai toujours plus ou moins vu les études, c'est pour me apprendre des choses, apprendre, tu vois, par curiosité en fait. Et je me suis dit, je vais faire ça parce que ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus sur les comportements humains, sur la société, tu vois. Je me posais beaucoup de questions sur pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, tu vois. Je me suis toujours posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais c'est parfait, ça me correspond, j'ai envie de faire ça. Et puis après ça, ce qui fait que j'y suis allée jusqu'au bout, c'est mon côté un peu déterminée. Quand je décide à faire quelque chose, je vais jusqu'au bout parce que y a mon ego aussi et ma fierté qui en prendrait un coup si j'arrêtais avant. Donc c'est ça qui a fait que je suis allée jusqu'au bout. Et à la fin de ces 3 ans de licence, je me suis vite rendu compte que j'avais pas envie de continuer là-dedans. Okay. Et là, je me suis reposé des questions à ce moment-là et me dire bon maintenant je fais quoi. Je sais pas si c'est la meilleure des choses parce que j'ai jamais, tu vois, quand j'ai commencé à faire mes études, je sais pas, à 19 ans, commencé à aller à l'université, j'ai jamais pensé à dans 10 ans.
Ouais. Tu vois, j'ai toujours pensé à là, les prochaines années ou là, les prochains mois, tu vois, ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, je pense que les choses sont bien faites. Tu construis ton chemin un peu au fur et à mesure. Ouais. Et tu vois plus clair au fur et à mesure. Parce que c'est compliqué de faire des plans sur la comète à 20 ans, sur clair. où tu seras dans 10 ans, tu vois. Tu sais pas, la vie, elle change. Non, tu changes. Je pense que c'est un bon message que tu fais passer, c'est que essayer de faire les choses qu'on aime, quoi. C'est ça. De toute façon, tu vas devoir aller à l'école. Normalement. Oui. Normalement, quand tu as 18 ans, tu vas devoir continuer un cursus scolaire. Et toi, ce que tu as fait, c'est je vais faire quelque chose dans lequel, qui m'intéresse, quoi, tout simplement. C'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est un bon message à faire passer aux jeunes là, qui se posent des questions. C'est ça. Après, c'est quoi le collège, 3e ? On fait quoi en 3e ? Le bac, c'est ça ? Ah non, le bac, putain, je suis perdu. Le bac, c'est terminal. Ah, brevet. Brevet, donc, c'est 3e. Donc, ton brevet et t'es perdu dans ta life. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon message à faire passer, d'essayer de trouver une matière à l'école. Qui t'intéresse, qui te plaît. Qui t'intéresse ou qui parle un petit peu des sujets qui t'intéressent, quoi. Voilà. Et arrêter de te faire mettre la pression par les adultes qui te demandent tout le temps tu veux faire quoi dans la vie ? Tu veux faire quoi dans la vie ? Mais genre, laissez-moi tranquille, je sais pas en fait. Ouais. T'es pas obligé de prendre une décision maintenant et puis tout peut changer. Je veux dire, même si tu décides de choisir une carrière à 20 ans, si tu te rends compte que ça te plaît plus à 22 ans ou à 23 ans, mais tu peux changer, il n'y a pas de problème, tu vois. Trop cool. Je pense, après... non, mais c'est bien de dire ça. Ouais, tu peux changer, rien n'est fixe, donc faut pas avoir peur de... Et tu l'as vu cette pression ? Bah oui, on te la met beaucoup. Moi, en tout cas, je l'ai eu. Mes parents toujours qui me demandaient ce que je voulais faire, mes profs, alors tu veux faire quoi ? Et puis t'as l'impression à cet âge-là de devoir que les choix que tu vas prendre, ça va être tellement déterminant pour le reste entier de ta vie. Il faut que tu prennes le bon choix. Il faut que tu fasses le bon choix. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette pression. Ouais. Et en fait, non, tu peux faire des erreurs, j'en ai fait, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, tu pourras changer plus tard. Juste, dis-toi au moment présent, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne envie d'en savoir plus. Et puis voilà, tu vas dans cette voie, tout simplement. Cool. Donc, 3 ans, ouais. Licence, et après ? Et après, en fait, il s'est passé des choses dans ma vie à ce moment-là qui ont fait que ça m'a bouleversée. Est-ce que j'en parle ? Ça dépend de toi. Tu me dis si tu peux en parler ou pas. Non, moi, je veux bien en parler. Si on peut faire de la prévention, parce qu'en fait, généralement, on a l'impression qu'on est seul dans les traumas ou peu importe, dans nos histoires, mais en fait, il y a tellement de gens qui vivent les mêmes choses que ça fait du bien d'en parler. Et quand quelqu'un l'écoute, il se dit putain, je suis pas seul. Ouais, non, mais c'est Donc, vrai. si tu peux partager des petites histoires qui vont faire du bien à certaines personnes et qui vont se reconnaître aussi dans ton histoire, let's go. Hein. Ok, let's go. Donc du coup, en fin de licence, en fait, j'ai perdu une de mes très bonnes amies qui s'est suicidée. Ah oui. Wow. Donc suite à une longue dépression quand même. Donc on savait tous qu'elle était dépressive, mais on pensait pas que tu vois, ça allait arriver un jour. Ok. Et quel âge ? Elle avait, je crois qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on avait toutes le même âge, donc c'est un groupe de copines en fait, on était toutes copines. Et on devait avoir, je crois, 23 ans. Ah ouais, vénère quand même. 23 ans. Ok. Donc, suicide d'une de mes très très bonnes amies. Ça m'a énormément bouleversée, ça m'a vraiment fait un choc. Et en fait, 2 mois plus tard, même pas 1 mois plus tard, mon oncle, de qui j'étais quand même très proche, qui était là quand j'ai grandi, tout ça, qui est décédé d'un cancer. En 2 mois, tu vois, j'ai perdu 2 personnes à qui je tenais. Et en fait, ça m'a vraiment, sur le moment, encore une fois, sur le moment, je m'en rendais pas compte. Parce que sur le moment, tu perds une personne. Et en fait, c'est bizarre parce que quand tu perds quelqu'un, t'as l'impression que, tu vois, c'est un truc énorme qui vient de se passer dans ta vie. Et pourtant, le lendemain, tu te lèves et tu dois faire les mêmes choses que tu faisais la veille. Tu vois, c'est trop bizarre comme sensation de te dire, t'as l'impression que ton monde est en train de s'écrouler. Et en fait, la vie, elle continue. Et donc, sur le moment, je me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer vraiment et de... alors, j'ai le mot en anglais, mais en français, je sais pas comment ça se dit. Mais grief. Grief. Je sais pas. C'est quand tu perds quelqu'un, c'est le fait de faire ton deuil, en fait, de cette personne. Et ça prend du temps. Et donc, là, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, oula, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, ça passait vite et que ça pouvait surtout s'arrêter du jour au lendemain. Et puis je suis sortie de ma licence et en fait je savais pas quoi faire. J'étais un peu encore une fois perdue. Je me suis dit voilà, je sais pas quoi faire, j'ai juste envie de voyager et de partir à l'autre bout du monde
et d'oublier un peu ce qui vient de se passer et d'aller voir autre chose, voir du pays et juste de partir en fait. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Et donc je suis partie au Vietnam pendant 6 mois. Ah oui. Ouais. Donc c'est à cause de ces moments du coup traumatisants, de ouf, à 23 ans. Hein. Enfin, ça a déclenché en toi un truc où tu t'es dit, la vie peut s'arrêter n'importe quand et one life quoi. Et donc je vais voyager. Ouais. Ah ouais. Mais je pense que j'avais toujours eu ce désir pour le voyage dans tous les cas, c'était toujours là. Mais là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est le moment là, il faut que je parte, j'ai envie de partir, il faut que je parte, je sais pas, j'avais envie. Et donc du coup, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie au Vietnam pendant 6 mois. J'ai été bénévole dans une association. Ok. Comment t'as fait pour partir au Vietnam? Avec l'argent. Enfin, comment t'as trouvé l'argent? Alors, comment j'ai trouvé l'argent? Ah oui, parce que mes parents, ils avaient mis de côté un peu d'argent pour moi sur un compte. Je crois qu'il y avait 5 000 €, tu vois. Ah oui. C'était une petite somme. C'était pas non plus... voilà, mais c'était une petite somme. Et ma mère me l'avait donné, je crois, 1 an auparavant. On m'avait dit, bon, bah tiens, je te le donne. Et donc, j'avais utilisé cet argent-là pour partir. Ok. Donc, j'avais tout payé. Il y a des organismes qui font que qui t'organisent ton voyage bénévole. Bon, c'est un peu de l'arnaque, je vais pas te mentir. Avec le recul, je servais clairement à rien dans l'association. C'était que des Vietnamiens qui parlaient que vietnamien et très peu anglais. Et puis j'avais pas du tout les compétences pour les aider en fait. Donc j'étais là en observation quoi pendant 5 mois. Ouais. Donc avec le recul, si c'était à refaire, je serais partie au Vietnam et j'aurais pas fait cette mission-là parce que j'étais inutile, complètement inutile. Et surtout. Parfois, avant de faire des missions bénévoles, t'as toujours l'impression que dans les pays un peu lointains, tu vois, c'est le complexe du sauveur blanc. Je crois que c'est un nom d'ailleurs, le complexe du sauveur blanc. Tu penses que toi, dans ton pays développé, t'as tout et que les autres, ils t'attendent que toi pour les aider, tu vois. Et moi, j'étais un peu dans cette illusion de « Oh, je veux sauver le monde, je veux aider les gens pauvres, machin ». C'est bien, ça part pas d'une mauvaise intention. Mais en fait, quand je suis allée sur place, je me suis rendu compte qu'ils avaient pas du tout besoin de moi. Qu'ils attendaient pas les autres, ça se passait très bien pour eux, en tout cas là où je suis allée. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si tu veux vraiment aider les gens... il faut que tu aies des compétences, il faut que tu vois, il y a des gens qui font des études pour ça. Et il faut que tu aies des choses à leur apporter, en fait. Ah, c'est pas... Donc, c'était un peu... pas une déception, mais surtout, ça m'a rendu plus humble, on va dire. Ouais. Je me suis dit, calme-toi. Tu peux pas sauver le monde, tu vois. C'est pas si simple que ça. Et pourquoi le Vietnam? Pourquoi le Vietnam? Pourquoi le Vietnam? Très bonne question. Pour plein de raisons. J'ai une cousine qui a été adoptée, qui est vietnamienne. Ok. Donc il y a ça. Sympa. Et il y a aussi le fait que j'avais envie de partir en Asie et que ça avait l'air d'être un pays assez accueillant et assez safe pour les femmes seules. Et ça m'a décidé. Je me suis dit pourquoi pas le Vietnam. Okay. Et t'as aimé? Ouais, j'ai adoré. Franchement, ah ouais ouais, j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui vont au Vietnam et qui trouvent que les Vietnamiens sont rudes. Genre très... Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, bah je sais pas, toi, t'en penses quoi, toi? Ils sont plus rudes qu'à Bali, ça c'est clair. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus rudes qu'à Bali. Mais en même temps, moi ce que j'aime bien, c'est genre... c'est pas qu'ils sont rudes, c'est qu'ils s'en foutent en fait. Ils ont pas le time pour toi. Enfin, ils font leur life et c'est tout. C'est ça. Mais je trouve ça cool en fait. Ouais, ils sont très orientés business aussi. Ouais. C'est pas qu'ils sont rudes, c'est que franchement, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont là, ils ont leur truc à faire, ils sont directs. Ouais. Je trouve ça cool parce que... Et ouais, t'as moins le truc ultra touristique, tu vois. Ouais. En fait, ils font leur live, quoi. Et c'est trop cool. Ouais, ils sont pas focus sur les touristes, sauf dans les endroits touristiques, mais ouais, ils font leur live, quoi. Ils ont leur vie. C'est un pays quand même assez riche. Il y a je veux dire, le pays en soi est riche, c'est un peu de pauvreté, mais c'est pas de la pauvreté extrême, je trouve. Et je crois que l'Indonésie est plus riche que le Vietnam quand même. Ouais, l'Indonésie est plus riche, clairement. L'Indonésie est super riche. C'est vénère. Hein. Ah ouais. Tu vas voir dans 20 ans. Ah mais oui, mais ils sont en pleine expansion. Je veux dire, en Europe, on pense que souvent, quand tu sors pas vraiment de ton pays, tu penses que les autres pays en Asie, c'est pas des pays riches, mais ils sont en pleine expansion. Et quand tu vas là-bas, tu le ressens parce que tout va très vite. Ouais. Enfin, tu le vois à Bali, c'est un microcosme, mais tout va très vite et il y a beaucoup d'argent qui se fait. Et même à Jakarta, tu vois qu'il y a beaucoup d'argent. Même à Jakarta, il y a beaucoup d'argent. Des endroits très très riches. Vénère. Ouais. Et d'accord, Vietnam. Donc t'as bien aimé. Et c'est vrai, franchement, à chaque fois que je pose la question à quelqu'un qui est parti au Vietnam,
ils ont pas forcément. Enfin, c'est genre le pays d'Asie qu'ils ont le moins aimé, quoi. Ben oui, je sais, c'est pour ça que. C'est bizarre ça, moi j'ai bien aimé, ça va. Moi j'ai adoré. Après, je sais pas, c'est parce que j'y suis restée 6 mois et que j'étais tous les jours avec des Vietnamiens. Donc moi j'ai appris à les connaître, j'ai noué des liens avec eux. Donc t'apprends à comprendre la culture différemment et à l'apprécier différemment que j'imagine quand tu vas 2 semaines ou 3 semaines en vacances et que en fait tu noues pas vraiment de relation avec les locaux. Ah ouais. Je pense que c'est ça qui fait que t'apprends vraiment à comprendre une culture, c'est quand en fait tu traînes avec des locaux, quoi. Ouais, intéressant. Ok, du coup Vietnam et après Vietnam, qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Alors, au Vietnam, du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Genre, je sais pas, ça m'a bouleversé ce voyage sur plein de plans. C'était la première fois que je partais loin, seule de ma famille. Je crois que j'avais 24 ans. Non, j'avais 23 ans. Je partais loin, seule de ma famille. J'apprenais à me connaître aussi. Et après, j'ai voyagé 1 mois seule. Je suis partie au Cambodge et tout. Et là, j'ai rencontré un mec, donc je sortais avec un Vietnamien aussi. Ah, ok. Ah, d'accord, Vietnamien. Au Cambodge? Non, au Vietnam. Je sortais avec un Vietnamien, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était marrant. Pourquoi tu dis c'était marrant? Non, mais c'était marrant parce que culturellement, rien à voir, quoi. Ah oui. C'était un vrai Vietnamien, c'était pas un Vietnamien qui habite ici, qui habite en France, tu vois. Il faut le faire quand même. Hein. Faut le faire. Avec le recul, je me dis, putain, c'est marrant quand même. Mais c'était marrant. Enfin, c'était une expérience. Écoute, ça a duré 1 mois. Je crois qu'il est tombé un peu amoureux de moi, mais moi, pas trop. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Mais bon, bref. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées en moi. Et bon, après, je vais partir un peu dans le côté spirituel. Non, mais c'est très bien, il faut parler de tout. Ouais. J'ai eu comme je pense, un espèce d'éveil spirituel. D'abord, vraiment, en fait, je me suis retrouvée à être dans le moment présent, mais totalement. D'être totalement dans le moment présent, d'être vraiment immergée dans mon expérience. Et j'avais jamais ressenti cette sensation avant. Et ça m'a fait tout drôle, ça m'a fait bizarre. Et il y a des moments où tu sais, quand t'es pris dans ce truc de t'as toujours des pensées. En fait, t'es identifié beaucoup à tes pensées. Mm-hmm. Et le jour où t'arrêtes de penser complètement et qu'en fait tu descends ça va paraître complètement un peu chelou ce que je dis, mais bon, je m'en fous. Écoute, tu descends dans la conscience de toi plus profonde, qui n'est pas les pensées. En fait, les pensées, c'est ton ego, c'est toujours là, tu vois, mais c'est pas toi. Tes pensées, c'est pas toi. Et quand j'étais au Vietnam, je me souviens des moments où j'étais vraiment dans même au Cambodge, quand je suis allée visiter les temples d'Angkor, une expérience spirituelle. Vraiment une expérience spirituelle où j'ai ressenti la sérénité, le calme absolu. Tu vois, en moi. Pas à l'extérieur, en moi. C'est ouf, ça. Et ça m'a, je pense, bouleversée à l'intérieur. Et quand je suis rentrée, donc à ce moment-là, j'étais toujours avec le Vietnamien avec qui je sortais. Et en fait, je sais pas... Tu me fais rire, comme tu dis, avec le Vietnamien, là. Et quand je suis rentrée en France... je me suis dit, là, je suis rentrée en France, j'ai pas du tout envie de rester en France. Là, je pense que mon côté, j'ai envie de me casser de la France, il a commencé à venir. C'est à ce moment-là, t'avais quel âge? 23, 24? 24, je pense, quand je suis rentrée. Ok. C'est dingue ce truc où t'as ressenti Enfin, je sais même pas comment l'expliquer, ce que tu viens de dire. Ouais, on peut pas l'expliquer, mais c'est un truc que tu ressens. Sans fumer, sans rien, sans quoi que ce soit, t'as ressenti un bien-être. Je pense que c'est le fait d'être seule. D'être complètement hors de toute... je veux dire, quand t'es en voyage, t'as pas d'obligation, t'as rien. Je pensais même pas à travailler, faire de l'argent, mes projets. Je pensais à rien du tout. J'étais complètement immergée dans mon expérience, seule, et dans un lieu très spirituel aussi. Parce que je me souviens, au Cambodge, le temple d'Angkor. Je sais pas si t'es déjà allé. Non, je suis jamais allé au Cambodge. T'es jamais allé au Cambodge? C'est une des merveilles du monde et c'est vraiment, pour moi, enfin, j'en ai un souvenir incroyable, tu vois. Et ouais, je pense que toute cette ambiance a fait que ça m'a fait, je pense, un genre d'éveil spirituel à ce moment-là. En tout cas, des sensations que j'avais pas ressenties avant dans ma vie, tu vois. Sensation d'apaisement, de bien-être, les pensées qui cessent, cette espèce de confiance totale en les choses, en la vie, le laisser aller aussi, tu vois, être dans le flow aussi.
Parce que le flow, je pense que ça, c'est un état supérieur que tu atteins parfois quand tu fais des choses que t'aimes et que tu vois plus le temps passer. Tu vois, le flow, mais là, j'étais complètement dans le flow. Et j'étais bien, en fait. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, la vie, c'est pas que d'être stressé, d'être pas bien, de ce que j'avais connu avant, tu vois, de pas forcément être très épanouie. Donc, t'étais pas épanouie avant? Non, pas vraiment, je pense. Ok. Non. Enfin, j'ai eu des moments où j'étais heureuse, forcément. Tu vois. Je dis pas que j'étais complètement dépressive pendant 24 ans. Mais de manière générale, il y avait toujours ce côté un peu en background, en arrière-plan de pas un bon sentiment en moi. Ok. Et ce voyage, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux là-dessus. Et donc, je suis rentrée et je me suis dit, j'ai pas envie de rester en France, j'ai envie de partir. Et puis, j'adorais le voyage. C'est bon, j'avais commencé à avoir envie de voyager. Et je me suis dit, d'un côté, j'ai envie de faire un master. Parce que socialement, je pense que quand t'as un master, tu peux atteindre des choses dans la vie qui sont mieux. En tout cas, c'était ma croyance. C'est en partie vrai. Qui est en partie vrai, je pense. Parce que je pense que quand tu t'as sur ton CV, master, machin, je pense que ça donne une certaine crédibilité à qui tu es. Et moi, je pense qu'il faut le rappeler quand même, si jamais il y a des jeunes qui écoutent le podcast, c'est super important, parce que là, tout le monde a envie d'être entrepreneur, de se lancer, d'être libre, de faire 10 000 euros par mois. Mine de rien, l'école, avec un master, avec un diplôme, ça te permet d'avoir un travail stable et voilà, t'es safe, t'as moins de charge mentale. Donc, 100%. Allez à l'école quand même. Aller à l'école et surtout, les études, c'est important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent... les études, ça ne sert à rien, vous n'apprenez rien, vous dépensez tout votre argent pour rien. Mais non, il faut aussi revenir un peu revenir un peu sur terre. Les études, ça a une utilité. Après, il faut bien choisir et il faut aussi s'investir parce que tu peux faire un master et puis être à moitié là, à moitié investi dans ce que tu fais. Et dans ce cas-là, oui, tu vas pas retenir la moitié des informations qui te sont données, tu vois. Ouais. Mais si, les études, c'est important. Moi, je pense. Clair. Ça te donne une structure, ça te donne aussi une structure de travail, tu vois, être exigeant avec soi-même, une rigueur, exactement. Et ça, c'est des choses qui, parfois, tout seul, tu peux pas forcément y arriver, tu vois. Et les rencontres aussi. Les rencontres, le network, tu vois, t'apprends plein de choses. Non, les études, c'est important quand même. Moi, je suis pas d'accord de dire ça sert à rien, machin. Ouais, moi, je suis vraiment 50-50 sur l'école. C'est très compliqué. Parce que moi, ça m'a servi. En même temps, je sais que c'est pas avec l'école que tu vas faire les choses que t'aimes forcément dans la vie. Ouais. Mais franchement, les personnes qui sont, je sais pas, digital nomades ou les entrepreneurs qui réussissent, c'est 1%, quoi. Enfin, tu vois, ouais. Oui. Les études, franchement, c'est le chemin assez safe pour... Moi, je le vois, les gens qui réussissent autour de moi, les gens qui ont réussi, ils ont même s'ils veulent faire genre, ils ont quand même des bonnes, solides bases derrière. Ouais. Tu vois. Et ça, tu sais, je l'ai remarqué assez... J'aime pas parler business sur le podcast, mais c'est pas grave, on va en parler un petit peu. Tu sais, toutes les startups qui réussissent, enfin, tous les entrepreneurs qui sont assez successful, quand tu regardes un petit peu, que tu creuses, ils ont tous fait des écoles de commerce. Mais oui, bien sûr. Genre, franchement, 95%. Hein. Mais oui. Donc, arrêtez de mentir que... Non, mais arrêtez de mentir et de dire ça sert à rien. Une fois que tu l'as fait, c'est facile de dire que ça sert à rien. Mais si tu l'avais pas fait, t'en serais peut-être pas là où t'es aujourd'hui. Donc, non, moi, je trouve que c'est important. Et puis même, comme tu dis, les rencontres aussi. En fait, tu vois, les potes que tu te fais pendant ton master ou pendant tes études, bah après, eux, ils vont faire leur propre truc. Vous allez peut-être vous retrouver un moment pour faire du business ensemble, enfin, tu vois. Donc, non, c'est important. C'est différents milieux, tu vois. Enfin, moi, quand j'ai repris... parce que moi, j'ai repris mes études, je suis allé en école d'ingé. Pour moi, c'était totalement inconnu. Donc, j'ai rencontré, en fait, des étudiants d'autres horizons et ça m'a vraiment, vraiment apporté, hein, quand même. Bah ouais, je suis d'accord. Donc, t'es revenu en France. Tu t'es dit... Je peux pas rester ici, mais tu t'es quand même dit en même temps, je veux faire un master. Ouais, je veux faire un master. Je veux faire un master en business et management parce que j'avais j'ai quand même envie, tu vois, d'avoir. Moi, je suis très ambitieuse. J'ai envie d'avoir une belle carrière, que ce soit moins dans le salariat parce que ça m'attire pas forcément, mais j'ai envie d'avoir une belle carrière et de réussir. Et je me suis dit, il me faut un master parce que là, avec ce que j'ai en sciences humaines et sociales, au niveau business, j'y connais rien, tu vois. Donc j'avais besoin de voir ces connaissances en business et je me suis dit qu'est-ce qui me plaît, c'est le voyage, le tourisme. Donc j'ai commencé à chercher des masters en tourisme, management du tourisme et hospitalité. Et en fait j'avais pas envie de le faire en France, j'avais envie de partir. Et du coup mon ex, le Vietnamien, qui lui avait fait ses études à Londres. Il a l'air super important ce mec. Non mais tu vois comme quoi les rencontres, même si c'est pas des gens qui vont rester dans ta vie
pendant toute ta vie, en fait, ça va te pousser à faire des choix à certains moments de ta vie qui vont influencer ton parcours. Clairement. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune rencontre, même si ça dure pas, que ce soit amoureuse ou amicale, qui est en vain. Parce que dans tous les cas, cette personne t'aura peut-être poussé à prendre des chemins qui, en fait, plus tard, tu te diras j'ai bien fait de prendre ce chemin. Totalement voilà. Aligné. Ouais, exactement. Et donc, du coup, lui, il avait fait ses études à Londres et il me poussait pour que j'aille faire mes études à Londres parce que je pense qu'il avait peut-être dans l'idée de venir me rejoindre à un moment, tu vois. Et donc, moi, je me suis un peu laissée... je me suis dit, pourquoi pas, en fait, c'est pas une mauvaise idée. J'ai passé mon diplôme l'IELTS, c'est un diplôme d'anglais. Donc, j'ai bossé sur mon anglais à mort pendant, je crois, 2 mois, tous les jours. C'est pour ça que tu parles bien anglais. Il y a ça, mais il y a aussi, du coup, le fait que j'ai fait mon master à Londres, donc ça a aidé aussi. Et je suis partie du coup à faire mon master à Londres pendant 1 an. Ok, d'accord. Ouais. Et donc entre-temps, t'es pas reparti voyager? Non, mais je suis rentrée au mois de février. Tu vois, pour mon anniversaire, je suis arrivée le jour de mon anniversaire et j'ai fait la surprise à toute ma famille, à mes amis. C'était cool d'ailleurs. Et du coup, février, j'ai bossé comme une malade sur mon truc d'anglais pendant 2-3 mois, à fond. Tu vois, tous les jours, je faisais des tests. C'était mon objectif. Je l'ai eu. Enfin, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas, c'est il faut un score. J'ai eu le score que je voulais. Et là, j'ai commencé à passer des épreuves en ligne pour rejoindre l'université que je voulais. Et après, je suis partie, j'ai fait l'été en France, donc je faisais rien de spécial, profiter, tu vois. Et je suis partie au mois de septembre à Londres. Ok. Et j'ai fait un emprunt bancaire, parce que mes parents, comme je disais plus tôt dans le podcast, mes parents, ils avaient pas 35 000 euros à me lâcher, tu vois. Ouais. Ah, t'as fait un emprunt bancaire pour tes études? Du coup, j'ai fait un prêt bancaire, prêt étudiant de 35 000 euros. Waouh. Ouais. Pour 1 an? Pour 1 an d'études. Donc, je crois que les études, c'est 11 000 pounds, 11 ou 12 000 pounds l'année. Parce que le master à Londres, c'est souvent 1 an, full time. C'est vrai, tu peux faire part-time en 2 ans. Mais du coup, 1 an intense, tu vois. Intense de ouf. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis pour la vie aussi, parce que la vie à Londres coûte très cher. Ouais, c'est pire que Paris. Ah, mais c'est pire que Paris. C'est vraiment, je payais 730 pounds pour une chambre qui faisait la moitié de la chambre, la moitié de la salle dans laquelle on est, pour être très bien situé. Mais du coup, c'est quand même cher. Ah, mais de ouf. Super cher. Donc voilà. Donc je suis partie à Londres pour faire mon master. Ouais. Ça, c'est dingue quand même. Enfin, dingue. Pour faire des études, il faut que tu payes, quoi. On dit l'égalité des chances, tout le monde a accès. Alors en France, oui, parce qu'en soi, l'université, c'est quoi, 400 € par an, je sais pas, frais d'inscription. Mais l'égalité des chances, en vrai, moi, j'y crois moyen. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a, tu vois, pour avoir fait de la socio pendant 3 ans, la reproduction sociale, c'est un vrai truc. Et quand tes parents, ils ont eux-mêmes fait des études, quand tes parents, ils ont eux-mêmes des contacts, ils sont eux-mêmes en place, tu vois, sur le plan carrière, ils vont le transmettre à leurs enfants déjà au sein de la famille. Et toi, ça va faire que tu vas avoir vraiment des opportunités différentes de quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier et qui n'a pas eu tout ça, tu vois. Clairement. Et qui n'a pas l'argent pour se payer des études, qui n'a pas les parents derrière pour soutenir, pour aussi t'apprendre des choses sur, par exemple, gérer ses finances. Tu vois, c'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Mais les parents, quand tes parents ils sont riches et ils ont de l'argent, ça c'est des trucs qu'ils peuvent t'apprendre et qui t'apprennent et qui transmettent à leurs enfants. Totalement. Mais les gens qui n'ont pas de patrimoine, ils l'apprennent ailleurs, autrement, s'ils veulent. Après, tu vois, on vit quand même d'une époque où on a accès à plein de choses gratuitement, plus ou moins. On va dire, t'achètes un livre, ça te coûte 12 €. Mais je veux dire, si tu veux, tu peux. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Ouais, et donc clair. ça, c'est cool aussi. Parce qu'à l'époque, oui, c'était oui, c'était plus compliqué, tu vois, d'accéder à certaines choses. Mais aujourd'hui, t'as tout. Franchement, t'as tout. C'est clair. Ça, c'est vrai, tu vois, justement, juste avant, on parlait de l'école, genre ça sert, mais en même temps, tu peux apprendre chez toi assez rapidement un skill très vite. Ouais, mais il faut que tu sois déterminé. Ouais, mais bon, c'est comme dans tout. Ouais, il faut que tu sois déterminé parce que en fait, les études, ça te donne la structure nécessaire pour y arriver. Parce que t'as des gens derrière qui te poussent un peu, qui te montrent le chemin. Quand t'es seul, c'est toi et toi-même, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, si t'es déter, oui, y a pas de souci. Donc, du coup, tu t'es endetté à 35 000 €, quoi. Ouais, que je rembourse toujours d'ailleurs. C'est vrai? Bah oui. Ah, putain. En soi, je pourrais le rembourser, mais. Oui. Ça sert à rien de tout dépenser. Ça sert à rien parce qu'avec l'inflation, en fait, je m'en sors mieux à rembourser petit à petit. Ouais. Parce que les 35 000 € que j'ai empruntés il y a 5-6 ans, aujourd'hui.
ils en vaudraient sûrement plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ouf quand même. T'es étudiant et tu t'endettes à cet âge-là. Ouais, et encore, j'ai de la chance, c'est que 35 000, mais aux États-Unis, ils s'endettent Ouais. sur des 50, 60, 70 000, Même tu du vois, 200 000, voire vénère, plus même. ouais, c'est n'importe quoi là-bas. Voire plus, donc eux, Ouais. c'est toute la vie. Hmm. Sauf si t'arrives vraiment à, tu vois, à être très chaud après, mais ouais. Je me dis, est-ce que vraiment c'était utile? Parce que finalement, tu vois, toutes les personnes avec qui j'ai fait mon master, bah aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec eux, mais niveau business, je connais plein de gens à l'étranger, mais en fait, j'ai plus trop contact avec eux, et puis je sais pas ce qu'ils font, et j'ai l'impression qu'ils ont pas créé de business. Peut-être 2 ou 3, mais pas plus, donc... À toi, dans ta tête, quand t'es parti à Londres faire une grande école, Bah, je me suis dit, je vais rencontrer plein de gens. c'était pour le réseau. Bah, il y avait le réseau. Mhm. Pour moi, c'est important, comme on en a parlé tout à l'heure, super important. Et puis, ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait que, je sais pas. Bah, la ligne sur le CV de l'école La prestigieuse ligne, ou peu oui, importe. la ligne sur le CV, ouais. Et en fait, je pense que c'est parce que ça a été tellement dur pour moi cette année de master à Londres que c'est pour ça que des fois, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Mais d'un autre côté, ça a été tellement dur et ça m'a fait tellement évoluer que finalement, en fait, j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Donc pourquoi c'était dur? C'était trop dur. Franchement, c'était la Raconte, pire année, raconte. la pire année de ma vie. Vraiment, la pire année de ma vie. Sur le plan, Il y en a plein comme toi, je suis sûr. ouais, mais écoute. c'était difficile. Déjà faire un master en anglais quand c'est pas ta langue principale. Je suis arrivée, mon anglais était correct, mais j'étais pas bilingue, tu vois. Donc 24, 25 ans? 25 ans, ouais. Déjà, du coup, je comprenais pas forcément tout. Donc j'étais larguée. Et puis d'un autre côté, je me disais, waouh, genre je suis à Londres, je fais un master en anglais. J'avais l'impression, le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais est-ce que tu mérites d'être là? Est-ce que tu as ta place d'être ici? Et du coup, j'avais l'impression de devoir prouver 2 fois plus que j'avais ma place. Et donc, je me suis mis la pression à moi, une pression énorme, parce qu'en plus, j'ai emprunté 35 000 € de ma poche. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que je rembourse tout, toute seule. Et en fait, je me suis mis une pression de ouf pour réussir. D'un côté, bah, j'avais aussi, j'étais seule en fait, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, tous mes repères, je connaissais personne. Dans une classe avec que des étrangers, il y avait une Française sur 30-35, que des étrangers. Donc, bah, il y a aussi, nous, tous entre nous, je pense que ça a été difficile de s'acclimater les uns aux autres parce qu'il y a une grosse différence de culture. Des gens qui viennent de Chine, de Thaïlande, d'Afrique, d'Inde, de partout dans le monde. Bah, en fait, les cultures sont complètement différentes et il y a eu, c'était difficile, tu vois, mentalement, émotionnellement. Je pense que ça a été difficile pour tout le monde. On a tous galéré et c'était intense, les cours, quoi. C'était intense, toutes les informations que t'emmagasines chaque jour. Devoir ensuite rédiger des essais de 3-4 pages, tout en anglais, avec des profs qui te jugent assez durement. Enfin, ça a été une année assez difficile. Et puis, tout est cher à Londres, donc j'avais l'impression d'être pauvre tout le temps. Non, mais ça, c'est quand t'es étudiant, non? Oui, oui, voilà, c'est ça. Quand t'es étudiant, tu fais pas d'argent, t'as l'impression d'être tout le temps être pauvre, de pas pouvoir profiter de la vie. Et puis à Londres, tu vois les gens, quand t'es dans une ville ou même ailleurs, en fait, tu vois les gens profiter de la vie et toi, t'es là, tu sors des cours, tu dois rentrer chez toi, rebosser sur tes cours, t'as à peine le temps de te faire à manger. Puis je vivais dans un appart minuscule et genre littéralement l'appart, il avait utilisé toutes les pièces de l'appartement pour faire des chambres et pour les louer à des autres étudiants. Donc on devait être 4 dans un mini appart avec une salle de bain minuscule pour 4. Enfin, tout était compliqué, tout était difficile, c'était horrible émotionnellement. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse et je pense que là j'ai commencé une dépression. Avant, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais un petit peu déprimée, mais là je pense que j'ai fait une vraie dépression qui a duré même après que je sois rentrée, pendant au moins bien 1 an et demi, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. C'est quoi ta définition de la dépression? Il y a eu des moments plus deep que d'autres où j'étais vraiment là, je me suis rendu compte, ah ouais, là ça va pas du tout. C'est une forme de... comme une forme de noirceur. T'as l'impression que tout est noir, que déjà tu fais des crises d'angoisse tout le temps. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse aussi.
Donc le cœur qui se met à palpiter, l'angoisse dans tout le corps, c'est physique. De toute façon, quand tu as déjà fait une crise d'angoisse, tu sais ce que c'est. Ouais. C'est physique. Et dès que tu commences à en faire, après, tu as peur que ça revienne. Oui. Et donc, en fait, tu commences à faire des crises d'angoisse et l'une crise d'angoisse en entraîne une autre. Ouais. Parce que tu commences et tu vois à quel point c'est horrible. Et du coup, tu commences à développer une peur de faire des crises d'angoisse. Et du coup, en fait, tu as peur d'aller dans certains environnements parce que tu te dis, la dernière fois, j'ai fait une crise d'angoisse à ce moment-là. Et donc, si je retourne, ça veut dire que je vais potentiellement refaire une crise d'angoisse. Et après, t'en viens à même plus te faire confiance à toi-même et à même plus être... t'as l'impression de plus maîtriser ton propre corps parce que tu te dis, à tout moment, je peux partir et alors là, je contrôle plus rien et t'as envie de mourir, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et donc, ouais, ça devenait difficile. En plus, j'étais en relation avec quelqu'un aussi, avec un mec. Et ça se passait pas bien aussi, ça me rajoutait du stress en plus. C'était pas toxique, mais en fait c'était quand même un peu toxique. Mais c'était de ma faute. Parce que moi il y a aussi du coup tous ces... Alors là c'est plus deep, hein, mais tous les traumas... En fait en relation, souvent quand tu te mets en relation romantique, en tout cas pour moi, il y a beaucoup de traumas du passé qui reviennent, des peurs de l'abandon, des choses un peu deep qui remontent. Et des formes d'attachement aussi, des systèmes d'attachement qui remontent et des espèces de schémas qui remontent. Et en fait, tout est remonté à ce moment-là. Mm-hmm. Et j'étais dans une période où j'étais assez vulnérable aussi. Ce qui fait que c'était chaotique, quoi, sur tous les plans. Chaotique sur tous les plans. Donc, et puis j'étais j'ai ressenti beaucoup de culpabilité aussi de faire du mal à ce mec-là, que j'aimais quand même. Donc, quand même. Et ouais, du coup, c'était pas une période très facile pour moi. Ah ouais, donc putain. Donc cette année à Londres, c'était une horreur en fait, parce que si t'es tombée en dépression. Ouais, je suis tombée en dépression. Crise d'angoisse. Crise d'angoisse, dépression. J'ai l'impression que en fait, toute mon. Et alors, moi, je pense pas que la dépression ce soit négatif. En fait, il y a plusieurs formes de dépression, je pense. Je pense aussi. Et je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était comme si toute mon identité passée était en train de se détruire. Mm-hmm. En fait, qui je pensais être, mon ego, comme je l'avais construit, était en train de se détruire. Et il y a eu après tout ça, il y a eu une phase où je savais plus qui j'étais, clairement. En fait, j'étais dans cette espèce entre-deux où la version de moi d'avant était en train de disparaître. Et en fait, dans ces moments-là, t'as envie de te rattacher. Tu te dis non, putain, je sais plus qui je suis. Et t'es complètement perdu, en fait. Mm-hmm. Et après, je pense que c'est pour le meilleur parce que t'as cette période de transition. Et ensuite, je suis devenue quelqu'un de complètement différente. Pas complètement, parce que tu peux pas non plus changer du tout au tout, tu vois. Ouais. Mais il y a vraiment un avant et un après. Au moment où j'ai fait ma dépression, la personne que je suis aujourd'hui, la personne que j'étais avant, rien à voir. Mais je pense que j'ai envie de parler tellement de choses, je pense qu'on va pas avoir le temps. Ouais, ben on n'a pas le temps. Ouais. Même mes proches le disent, c'est fou, quoi. C'est fou. Ouais. Et est-ce que tu as eu une forme de dépression où tu étais quasiment en mode ça sert plus à rien que je vive, perte de sens totale de la vie. Sens, ouais. Perte de sens, mais pas au point de te dire j'ai plus envie d'être ici, quoi. Si, il y a des moments, en fait, non, pas vraiment, parce que j'ai jamais eu cette envie littérale de me... T'ôter la vie. De m'ôter la vie. Mm-hmm. Il n'y a jamais eu... Je pense que pour sauter la vie, il faut vraiment arriver à un point où... Ouais, tu crois plus en rien, tu vois. Il y avait quand même au fond de moi ce truc de me dire non, mais ça peut pas être ça, ma vie, tu vois. C'est pas normal. En fait, voilà, je pense que les gens qui arrivent à ce point-là, c'est que c'est pas qu'ils veulent mourir, tu vois. Parce que du coup, j'ai plus eu le temps de réfléchir à ça, surtout parce que j'ai perdu quelqu'un comme ça. C'est pas que t'as envie de mourir, parce que je pense que l'humain n'a pas envie de mourir. Tout ce qui est vivant a envie de vivre. C'est l'instinct de survie, tu vois. C'est juste que la souffrance est tellement insupportable, qu'en fait, t'as envie que la souffrance s'arrête. Ouais. Mais c'est pas que t'as envie de mourir, c'est t'as juste envie d'arrêter de souffrir. Tu vois. Et ouais, non, à aucun moment je me suis dit sérieusement là c'est fini, tu vois. Mais j'y pensais, ouais. J'avais des c'est un peu trigger warning, ce que je vais dire, mais j'avais des pensées noires, des pensées un peu suicidaires. Ouais, clairement. Je pense que quand t'es dans ces phases là où tous les jours, t'as aucun jour tu te lèves le matin, t'es en angoisse totale, t'as pas envie de vivre, tu vois. Ouais. Ou t'as envie que ça s'arrête, quoi. Et puis après, tu te poses des questions existentielles, genre
pourquoi on est là sur Terre, genre ça n'a aucun sens. Je me posais des questions comme ça, tu vois. Ouais. Je vais faire des études, après je vais travailler toute ma vie et en fait après on va tous mourir et tu vois, c'est des trucs horribles qui te passent par la tête et tu te dis mais en fait ça a aucun sens. Genre, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça. Mais je sais, qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de monde comme ça et je comprends totalement. Mais après c'est pas après ça tu peux t'en sortir. Et une fois que tu sors le bout du nez et que tu commences à apprendre à te découvrir toi-même et surtout, au plus tu te poses de questions, au mieux c'est, parce que ça veut dire que tu vas commencer à chercher des réponses. Et des réponses, il y en a plein, tu vois. T'es pas... Toutes les questions que tu te poses quand ça va pas, tout ça, tu peux trouver des réponses à tes questions. Mais c'est juste qu'il faut passer cette phase un peu désagréable, parce que je pense qu'on passe tous par là, surtout quand t'es jeune. Tu vois, dans ta vingtaine, tu passes par des moments de questionnement existentiel et tout. Mais dis-toi que quand on sort, tu vas être... C'est vraiment pour le mieux parce que la vie va te paraître vraiment... elle vaut d'être vécue, tu vois. Ok, on va passer sur ça. Mais avant, tu parlais de ta relation qui était... T'étais toxique potentiellement pour le gars. Ouais, j'étais toxique. Mais lui aussi, après, il avait ses torts. Mais de toute façon, généralement, un couple, c'est 50-50. Généralement. Et du coup, tu disais que tu avais des traumas du passé qui revenaient dans cette relation, etc. Ouais. Tu peux détailler ou bof? Je peux détailler, ouais. Après, je suis encore en train d'essayer de le comprendre moi-même dans ma vie, parce que je pense que ça prend du temps, tu vois. Mais je sais pas si je vais réussir à en parler. Mais en gros, c'est juste que j'ai toujours eu du mal avec les relations amoureuses, disons. J'ai eu un premier copain à mes 18 ans, ça a duré 1 an, 1 an et demi. Et ensuite, j'ai toujours eu du mal avec les relations. Alors ça, peut-être que je devrais pas le dire, parce que si je le dis, ça va se perpétuer, tu vois. Ce que tu dis, ce que tu mets... Non. Ce que tu dis, ça se perpétue, mais ça, c'est peut-être forcément, parce que tu fais une introspection sur toi-même aussi, donc ça va t'aider aussi potentiellement à faire mieux. Mais ouais, gros problème avec les relations amoureuses. En fait, je sais pas si tu connais la théorie de l'attachement. Non. Du coup, en gros, t'as 4 formes d'attachement en relation amoureuse. T'as les gens qui sont attachés sécures. Donc c'est des gens qui vont être en fait stables dans leur attachement envers leur partenaire. Donc ça se manifeste par juste une stabilité émotionnelle, le fait que tu peux contrôler tes émotions, t'arrives à t'exprimer, t'arrives à investir dans une relation, t'arrives à construire sur du long terme, tu idéalises pas la relation, tu prends ton partenaire tel qu'il est et toi tu te prends tel que vous êtes. Enfin, c'est une relation saine, tu vois, t'es sain. Donc t'as sécure, t'as anxieux. Donc ça, c'est les gens qui sont, tu sais, très needy, qui sont dans la codépendance avec le partenaire, qui sont très jaloux, qui ont toujours peur de perdre l'autre, qui veulent toujours qu'on les rassure. Tu vois, les gens qui sont très anxieux dans la relation. T'as les évitants. Les évitants, c'est les gens qui, en fait, dès que... Alors, ils commencent un peu à voir quelqu'un et dès que ça devient un peu intime ou sérieux, j'en connais comme ça. Ils sont déjà dans un train en train de partir, tu vois. Alors c'est fini. Ils veulent plus rien avoir à faire parce que ça les met. Ils ont l'impression de perdre leur liberté, de perdre leur indépendance, peur de s'engager. Et il y a des gens qui n'arrivent jamais à se mettre en couple parce qu'ils sont complètement évitants. Et ça vient de. Et il y a le 4e, du coup, qui est en anglais. Je connais le terme en français, je sais pas. Ça s'appelle fearful avoidant. C'est un mix entre anxieux et évitant. Okay. Et moi, c'est ça que je suis. Le pire c'est truc. ça, du coup, le pire truc. Et je crois qu'il y a 3% de la population qui a cette forme d'attachement en relation. Au début, je savais pas, mais c'est après, à force de m'y intéresser, de lire le livre. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle, en anglais, Attached, qui parle de... C'est très intéressant, d'ailleurs, je vous le recommande de lire si ça vous intéresse, qui parle de tout ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, donc il y a ces formes d'attachement et en fait, ça se manifeste dans tes relations. Et ça vient, ces formes d'attachement, elles se sont construites dans l'enfance, entre tes 0 ou 3 ans, d'après les psys. Les psys. Ou alors, ça peut venir aussi de relations passées qui ont été traumatisantes, qui ont fait que... Moi, je pensais plus à ça quand tu m'expliques le truc, mais... Ouais, mais souvent, ça vient en fait de l'attachement que tu avais avec tes parents et de l'attention ou pas que tu as reçue de la part de tes parents quand tu étais enfant, qui va déterminer ta forme d'attachement par la suite dans tes relations adultes. Ok. Et du coup, la forme d'attachement fearful avoidant que je suis, ça fait qu'en fait, tu as un très
un très grand désir d'être en relation et de chercher l'intimité, le contact avec l'autre. Mais dès que ça devient trop intime, trop d'intimité ou trop ça demande de l'ouverture émotionnelle, tout ça, t'as envie de partir, t'as envie de fuir en fait. Ok. Et donc il y a ça crée cette espèce de push and pull. Genre je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars. Et des réactions émotionnelles qui sont parfois disproportionnées par rapport à la situation, tu vois. Okay. Et je pense que ça s'est révélé dans cette relation avec ce mec quand j'étais à Londres. Parce qu'avant, je n'avais pas forcément conscience. Ok. Peut-être qu'avant, j'étais sécure, je savais pas, tu vois. Mais ça s'est révélé à ce moment-là. Et genre, je comprenais pas mes réactions. Et ça me rendait ouf. Et en même temps, je voyais que je lui faisais du mal. Je l'appréciais, mais je lui faisais du mal. Et du coup, j'avais une grosse culpabilité, tu vois. Et je me sentais mal de pas réussir à avoir une relation normale, en fait. Je culpabilisais beaucoup. Et donc, en fait, toutes ces émotions qui sont ajoutées les unes aux autres, qui ont fait que la relation était chaotique, quoi. Ok. Parce que oui, je me souviens, quand on s'était rencontrés à Bali, on avait parlé rapidement, où tu me disais, oui, moi j'ai besoin d'amour, je cherche l'amour. Bah oui, je cherche l'amour, mais dès qu'il vient, dès qu'il se présente, je suis là, ouh, ça sent pas bon. Je vais vite partir parce que je flippe et parce que j'ai peur de perdre ma liberté et parce que j'ai peur de devoir me changer qui je suis. J'ai peur de... Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as pas trouvé la bonne personne et tout. Peut-être c'est ça, ou peut-être c'est aussi un peu moi le problème, tu vois. Parce que je remarque qu'il y a quand même des schémas qui se répètent dans mes relations. Et en général, il y a aussi l'autre qui a sa part de responsabilité, tu vois, mais il y a aussi moi et mes schémas. Et je pense que dans tous les cas, si tu veux avancer, il faut pas forcément mettre la faute sur l'autre et voir un peu chez toi. Ouais, c'est clair. Et même moi, là, dans ma relation que j'ai, je vais pas faire du name dropping, mais je vois qu'il y a des schémas qui se répètent. C'est-à-dire qu'elle va me faire la même remarque que mon ex sur certaines choses. Du coup, je me dis... Ok, donc ça vient peut-être de moi le truc. Tu vois. Du coup, ouais, compliqué. Bah, c'est bien d'être ouvert à savoir, tu vois, vouloir changer, se changer soi avant de vouloir mettre la faute sur l'autre. Parfois, en couple, on a tendance souvent à faire ça, tu vois. Ah oui, c'est clair, totalement. Moi, j'ai peut-être tendance à trop prendre le blâme sur moi. J'ai l'impression, ouais, tu dis c'est ma faute, c'est moi. Ouais, machin, je pense etc. que je prends trop le blâme sur moi et qu'en fait, je devrais peut-être pas dans certaines situations. Et du coup, je pense que ça vient de moi alors qu'en fait, c'est aussi l'autre personne, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé après cette période-là ? Tu retournes en France. Ouais. Enfin, t'as ton master ? J'ai mon master. Donc c'est déjà bien. C'est T'as déjà pas payé bien. pour rien 35 000 balles, tu sais ? Non, parce que c'est mon objectif. Je me suis dit, attends, tu viens de payer là 35 000 €, il faut que t'aies ton master. Ouais. D'où la pression énorme que je m'étais mise sur les épaules. Après, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 qui l'ont pas eu. Enfin, bon, bref, on s'en fout. On s'en fout d'eux. On s'en fout. Moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu. C'est le plus important. Écoute, faut travailler pour avoir les choses dans la vie. C'est ça. Et ensuite, je rentre en France. Et puis, bah là, s'ensuit un peu, genre... Bah, t'as toujours ta dépression en France ? J'ai toujours. Je pensais que le fait de rentrer en France, ça irait mieux. Ça allait mieux, quand même, parce que j'étais un peu, voilà, avec ma famille, donc... entourée, j'avais plus cette pression aussi financière, tu vois. Donc ça allait quand même beaucoup mieux, mais en fait, il s'en est suivi un long chemin, on va dire, d'introspection et où j'étais beaucoup avec moi-même. J'ai un peu coupé les ponts avec beaucoup de gens. J'avais besoin d'être seule. Je ressentais le besoin d'être seule. J'ai commencé beaucoup à m'intéresser à la spiritualité. J'ai commencé à me mettre à fond dans le yoga, à faire beaucoup de méditation. Okay. J'en ai ressenti le besoin à ce moment-là. Pour aller mieux parce que t'allais pas bien. Pour aller mieux parce que j'allais mal, j'allais pas bien, j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait et parce que je cherchais des réponses à mes questions existentielles et que je me suis dit, j'ai un peu plongé dans la spiritualité parce que je pensais que, et ça m'a beaucoup aidé, hein. Je pensais que ça répondrait à mes questions, à mes interrogations et ouais, du coup il y a eu une phase de ma vie où j'étais à fond dans tout ça, quoi. À fond dans le yoga, à fond dans la méditation. Je regardais des vidéos toute la journée. J'avais du coup, à ce moment-là, c'était juste avant le Covid. Donc aussi au niveau pro,
je me suis dit, bon, bah maintenant je fais quoi de ma vie? Genre, j'ai fini mes études, il faut que je travaille, quoi, tu vois. Et j'avais toujours ce désir de partir de la France. C'est ouf, ça. Toujours, j'avais pas envie de rester, j'avais envie de partir. Et je me suis dit, ah, mais si je veux partir, il me faut de l'argent. Là, j'ai plus de thunes, j'ai dépensé mes 35 000 euros, j'ai plus rien. Il faut que je fasse de l'argent, mais j'ai pas envie de rester en France, quoi. Et je savais pas quoi faire. Mais pourquoi t'avais ce truc, j'ai pas envie de rester en France? Je sais pas, je me dis, le monde est trop vaste, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de partir à l'aventure. La France, c'est quoi pour moi? La France, c'était être à Paris, prendre un appart, avoir un CDI et m'enterrer là, et puis faire quoi? Sortir le jeudi soir, aller faire un after work, boire des bières avec des potes, et puis rentrer chez moi à moitié bourré et recommencer le lendemain. Tu vois, pour moi, c'était ça. J'ai fait un post juste hier sur ça, sur LinkedIn. Mais oui, mais ça me déprime, vraiment, ça me déprime. Moi, pour moi, c'est pas ça la vie. C'est bien de temps en temps, mais je veux pas que ce soit ma vie, et j'ai jamais voulu que ce soit ma vie. Et je savais qu'en tout cas, avec les gens avec qui j'étais entourée en France, ce serait ça. Et puis ça me déprimait. L'idée de penser à ça, que ça, ce serait ma vie et que ce serait... Ah non, je pouvais pas. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve une solution. Je voulais voyager, mais il me faut de l'argent. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup, j'ai bossé dans un hôtel, à l'hôtel de Crillon, sur place Concorde. Ah ouais. Donc très bon job. En soi, bel hôtel, mais mon job pas ouf. Mais je me suis dit, bah, écoute, c'est bien, c'est un CDD de 4 mois. Je coffre pendant 4 mois. J'étais chez mon père encore à l'époque. J'ai pas de loyer à payer, je paye pas la nourriture, je paye rien. Tout ce que je gagne, je le mets de côté. Et ensuite, je pars. Ok, donc c'était voilà. clair dans ta tête. C'est clair dans ma tête. Je me suis dit, je fais ça et je pars. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pars en Inde. Je m'étais dit, j'ai envie d'aller en Inde parce que j'étais à fond dans le yoga à ce moment-là. Et je me suis dit, je veux passer mon diplôme de prof de yoga. Ah ouais. D'accord, ok. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller le faire en Inde? Oui. Parce que déjà, et puis en plus, je voulais dans la ville d'où le yoga est né. Rishikesh, un peu au nord de New Delhi. C'est à côté du Gange et tout. Enfin, c'est vraiment très beau. Et c'est là que est né le yoga. Et j'avais envie de partir là-bas pour faire mon diplôme de prof de yoga. Et donc, je me suis organisé mon voyage. J'ai payé la caution pour l'école. J'ai payé mes billets d'avion. Et puis voilà, j'attendais tranquillement la fin de mon CDD pour partir en Inde, en fait. Ok. Et là, le Covid. Du coup, l'hôtel ferme. Donc, du coup, le dernier mois, j'ai même pas bossé, mais ils m'ont payé, donc ça, c'est cool. Ouais. Mais impossible de partir, en fait. Tout était bloqué. Enfin, je veux dire, puis au début du Covid, c'était pas comme à la fin, tu vois. C'était impossible. Ah oui, c'était galère. Et donc là, s'ensuit une période de... comme tout le monde, on l'a tous ressenti. Au début, on était là, mais on fait quoi? On fait rien, écoute. Il y avait un espèce comme si c'était des grandes vacances, tu sais, des grandes vacances pour tout le monde. Là, on savait pas quoi faire. Le travail, ça avait plus grande importance parce qu'on pensait un peu au début qu'on allait tous mourir, de toute façon. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Ça va tous nous tuer. Mais c'était, le confinement du début, tout ça. Et donc là, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, je me suis dit, en fait, je suis bloquée chez mes parents. Et puis là, je commençais à péter un câble, quoi. Au bout de quelques mois, je pétais un câble. Et je me suis mis dans un business. J'ai fait du marketing de réseau à ce moment-là. Ok. Avec quelqu'un que je connaissais dans la santé. Et ça a duré peut-être 4-5 mois. C'est une manière aussi de m'occuper, de faire quelque chose, d'apprendre des nouvelles choses et tout. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. J'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas le milieu. J'avais l'impression un peu d'arnaquer les gens parfois. Je me suis dit non, il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, toujours mon rêve de partir, mais de faire de l'argent. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai envie d'aller à Bali. Je veux aller à Bali, absolument. Bali, ça m'attire. Je regardais des vidéos sur YouTube de gens qui vivaient à Bali. Je me suis dit, mais leur vie, elle a l'air incroyable. Ouais. Moi aussi, je veux partir à Bali, tu vois, ça a l'air trop cool. Et je me suis dit, ok, mon objectif, c'est, je veux partir à Bali, mais il faut que je trouve un taf en ligne. Parce que je peux pas partir sans argent, j'ai rien, voilà. Et donc, je me suis mis à ce moment-là dans la manifestation de ce que je veux. Et donc, ce que je faisais, je me souviens très bien, j'écrivais dans mon journal la vie que je voulais mener. Donc, j'écrivais en détail exactement ce que je voulais. Donc, je me lève le matin dans ma villa à Bali, je gagne de l'argent, machin. Tout ce que je voulais, je l'imaginais. Je faisais des méditations, je me posais comme ça et je ressentais un peu comme si c'était déjà fait, tu vois. Et j'y croyais et tout, j'étais dans cette bonne énergie, machin. Et en fait, à côté, je recherchais aussi un peu un taf. Et là, je suis tombée sur une opportunité du coup de taf en freelance chez Itch, donc là où la boîte dans laquelle je bossais. Et ils m'ont prise direct. Et du coup, là, je suis partie à Bali. Et c'est comme ça que t'es arrivée à Bali? Et c'est comme ça que je suis arrivée à Bali, ouais. Tu m'avais pas dit
Peut-être que je confonds, que tu étais allé au Mexique? Non. Non, j'étais partie au Mexique pour des vacances, mais... Ah, c'était des vacances. Ouais. Ok. Je suis arrivée à Bali, du coup, pendant le Covid encore. Ok. Au même moment où on s'est rencontrés, je crois qu'on est arrivés à peu près en même temps. T'es arrivé quand, toi? Je suis arrivée au mois de avril, un truc comme ça, 2021. Ah bah on est arrivé en même temps. Ouais, à peu près en même temps. Le 27 avril 2021, je crois. Ouais, pareil, avril ou mai, je sais plus exactement, mais bon, dans ces eaux-là. Ok, donc t'arrives à Bali. Ouais. Ça y est, Et là, je suis là, oh là là, enfin, genre déjà j'ai un taf, donc je suis plus dépendante financièrement de ma famille. Je suis plus tout le temps chez mes parents, bloquée. C'est horrible quand t'as 25 ans, ça t'en peux plus, tu vois. T'as qu'une envie, c'est de te barrer. Ouais. Et puis je suis à Bali, quoi. Genre c'est trop bien, c'est mon rêve. Waouh, c'était juste incroyable ce sentiment d'avoir enfin réussi. Après ces mois et ces mois en rêver, je me suis dit waouh, j'ai de la chance, je suis trop contente d'être là, quoi. Et du coup, c'était ton rêve parce que tu voyais les gens qui avaient une vie incroyable à Bali. Tu t'es dit, je veux être pareil. Ouais, je me suis dit, en fait, je voyais sur les réseaux sociaux. Et puis, j'avais aussi quelqu'un que je connaissais, du coup, avec le mec avec qui je faisais le marketing de réseau qui habitait là-bas. Et il m'en parlait aussi. Et du coup, il m'a un peu forcé la main à venir. Comme quoi, je te dis, chaque rencontre, bon, je le connaissais depuis longtemps, mais chaque relation a son importance. C'est qu'à ce moment-là, il m'a aussi encouragé à venir beaucoup parce qu'on bossait ensemble. Et d'ailleurs, quand je suis partie, je bossais encore un peu avec lui. Mais c'est lui aussi qui m'a un peu tendu la perche, genre viens, il m'a un peu aidé et tout. Et ben du coup, voilà, je suis arrivée à Bali et puis ouais, le fait de voir la vie des gens sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a donné envie, clairement. Qui t'a motivé. Ouais. Et du coup, bon, maintenant ça fait... Là, ça y est, pour toi, Bali, c'est l'endroit où t'as envie d'être? Non. Ah. Non. Là, ça fait 2 ans que j'y suis. Et en fait, là, depuis quelques mois, je me rends compte que je crois que j'ai... T'as fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour. Et puis Bali, ça a beaucoup changé aussi par rapport à quand je suis arrivée. Ça devient de plus en plus surchargé. C'est vénère, là. C'est horrible. Je veux dire, la pollution, ça prend des ampleurs. Voilà, la circulation. Il y a beaucoup de gens, ça attire beaucoup de gens dont je suis pas forcément en accord avec. Beaucoup de superficialité. Ça me manque un peu d'authenticité, en tout cas à Canggu, par exemple. Tu es où là maintenant? À Canggu. Ah bah ouais. Toujours à Canggu. Compliqué, et ouais, compliqué. Et puis je me vois pas vivre à Uluwatu, tu vois, j'adore, mais est-ce que j'aurais envie d'y vivre? Je sais pas. À tester. Mais ouais, je sens que là, Bali, je sais pas, je commence à saturer en fait. Ouais, t'as pas une envie d'aller ailleurs que les endroits touristiques à Bali? Un truc un peu plus dans la nature Bah après, le truc, c'est que je trouve que, voilà, moi j'ai envie de vivre et d'être, que ce soit là où j'habite, ce soit convenience, que j'ai des shops pratiques, que j'ai des shops, des endroits où aller, des gens, tu vois, autour de moi. J'ai pas envie d'être isolée dans la jungle non plus, donc... Isolée dans la jungle? Bah ouais, donc non, je sais pas, je sens que j'ai envie de partir en fait. Ah d'accord, là maintenant, dans ta tête, c'est... Bah là, ça y est, c'est plus ta maison, quoi. Ça n'a jamais été vraiment ma maison. Bah, si je me trompe pas, tu as eu des phases où des fois tu t'es dit je me sens trop bien, je me sens plus très bien. En fait, ça y est, c'est vraiment là-bas où je veux être. En fait, je pense que je me sentirais bien à Bali si j'avais ma baraque, que je faisais construire ma maison, j'avais ma villa, tout ça. C'est possible, hein. C'est possible. Ce serait mon objectif éventuellement. J'aimerais bien, tu vois, avoir un pied à terre à Bali, mais il faudrait que je fasse construire ma maison, que j'ai... Là, ouais, je me sentirais bien. Là, je me sentirais franchement à la maison. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis encore à payer des loyers. Je suis encore dans des colocs avec des gens. Je les aime bien, mais c'est pas forcément. J'ai pas envie d'être en coloc toute ma vie. Donc, c'est peut-être aussi les circonstances qui font que. Mais oui, Bali, j'aime. Mais peut-être pour le moment, je sens que j'ai un peu envie d'aller voir ailleurs aussi. Ok. T'es toujours en quête de voyage, de rencontres, de nouvelles expériences, ouais, etc. je suis toujours. Et puis, il y a aussi ce que je fais, la création de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. C'est aussi centré beaucoup autour du voyage et ce que j'ai envie de développer aussi. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, faire des petits documentaires, comme un petit travel show. Parce que j'adore, ça me passionne et puis ça marche bien aussi. Ouais, vas-y, parlons un peu de tout ça là. T'es arrivé à Bali, t'as commencé à Bali la création de contenu sur Instagram ou... j'ai toujours posté, mais j'ai commencé à le prendre sérieusement il y a 1 an, je pense. Où je me suis dit là, sérieusement, faisant un business. Parce que même là, tu te posais des questions aussi. Est-ce que c'était de la charge mentale pour toi de faire des belles photos Ouais, et puis au-delà de la charge mentale, non, parce que ça a toujours été ma passion. Mais c'est vrai que quand tu commences à le prendre plus sérieusement... et que tu te mets plus la pression et en fait aussi les réseaux sociaux c'est la seule métrique qui fait que tu as du succès, c'est un peu les likes et les commentaires
Donc en gros, c'est la validation des autres en fait, c'est si les autres te valident et te donnent de l'attention, bah là tu te dis du coup c'est bien ce que je fais, je suis dans la bonne direction. Et dès que l'algorithme il commence un peu à te bouder et que t'as moins d'engagement, que t'as moins de commentaires, moins d'attention, en fait moi j'ai toujours eu du mal avec ce fait d'associer ma valeur à moi à ça, tu vois, à cette attention ou cette validation que je reçois sur les réseaux sociaux. Et si j'en reçois pas, des fois je me dis putain, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais il y a eu une grosse période où j'avais l'impression d'être nulle, de pas être assez bien et de me comparer beaucoup aux autres. Et ça a affecté beaucoup ma santé mentale. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est ouf comme chacun traverse les mêmes, je pense, les mêmes trucs. Mais t'as eu ce truc où t'as besoin de validation des autres. Donc ça va mieux ou t'as encore quand même besoin? J'ai encore toujours, on a tous. Même si on est là, oui, non, j'ai pas besoin de la validation des autres, c'est pas vrai. On a tous, de manière directe ou indirecte, si on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'on cherche la validation des autres, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, en tout cas, que tu cherches le contact ou la relation avec les autres. Contact, oui. Contact, relation. Peut-être que certains, ça va être plus être dans la recherche de validation, mais dans tous les cas, quand tu es sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a forcément une petite partie d'ego quand même. Ok. Ouais. Intéressant. J'en parlais aussi avec l'invité d'avant. Moi, par exemple, j'ai pas besoin de validation. Mais après, comme tu as dit, c'est peut-être une autre forme que j'ai pas encore trouvée. Après, t'es pas trop sur les réseaux, toi. Oui, mais je veux dire... oui, ça t'intéresse pas. Ça va rien me faire, quoi. Oui, ça va rien me faire. Tant que je me dis que je fais un truc qui me plaît, voilà. Et enfin bon, après, je pense que chacun... t'as de la chance, c'est bien. Ouais. Et du coup, tu te compares aussi aux autres? Tu te comparais aux autres et ça t'a fait du mal? Ouais, je me compare toujours. Après, c'est normal. Je pense qu'il y a toujours une petite part de toi qui te compare aux autres créateurs, à ce que tu fais, à ce qu'ils font. C'est un peu normal, mais il faut pas que ça vienne, que ça parte dans le penchant de si tu te compares trop et en fait, tu vas même plus. Surtout quand tu es créatif, en fait, tu dois écouter ta petite voix intérieure parce que ta créativité, elle part de toi, c'est pas les autres, tu vois. Donc, il faut parfois aussi ne pas aller dans ce penchant extrême où en fait tu vas regarder tout ce que tout le monde fait autour de toi et tu vas te comparer à eux, tu vas te dire moi c'est pas assez bien ce que je fais et du coup en fait tu vas rien faire parce que tu te compares et tu te dis je suis nulle à côté des autres et en fait ça c'est le pire truc à faire. Des fois il faut juste savoir muter les autres, ce qu'ils font les autres, et toi tu te mets dans ton flow créatif et c'est là que te viennent les idées, c'est là que te viennent des projets et après tu commences à prendre du plaisir. Parce que prendre du plaisir, ça c'est aussi un truc super important pour moi dans ce que je fais. Et si je prends pas de plaisir, pour moi, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, dans la création de contenu. Peut-être, ok, c'est un business parce que ça me rapporte de l'argent, mais je veux prendre du plaisir parce que pour moi, c'est fun de connecter avec les autres, de voyager, de partager. Il faut que ça reste fun. Si ça devient trop business, chiffres, argent, tu perds. Pour moi, tout ce qui fait que c'est bien, tu le perds si t'es trop dans le business. Tu vois, c'est ma vision des choses en tout cas. Non, mais... Tu deviens trop sérieux et puis les gens ils le sentent. Ils ont l'impression que tu veux leur vendre un truc, c'est plus authentique, t'es plus toi-même. Et ça c'est un truc que je veux pas perdre du tout. Et du coup des fois je vais trop dans ce penchant-là et hop je me ramène au truc, je me dis pas de pression, c'est pas grave, je prends du plaisir, je kiffe, je rencontre des gens. La créativité c'est du plaisir, tu vois, c'est pas... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont créatifs et quand ça devient un métier, après ils perdent la passion pour le truc parce que quand ça devient un business, après t'as des contraintes et ça devient un peu chiant. Et les réseaux sociaux, toi, ça t'a... Je vais poser cette question, je pense, à chaque invité parce que c'est important. Les réseaux sociaux, toi, tu penses que ça a pu jouer parfois sur ta santé mentale, sur une anxiété, sur... Moi, quand je suis instable et que, par exemple, dans des phases où je me sens un peu seule ou des phases où tu vois, une relation se passe pas très bien ou... des phases où je sens que j'ai besoin d'amour ou besoin d'attention, besoin de validation. Parfois, ça va se retranscrire sur les réseaux sociaux. Et si je ne vais pas recevoir de validation de la part des réseaux sociaux, parfois, maintenant ça va beaucoup mieux, je disais, mais ça a pu me faire me sentir mal. Et je pense que c'est lié à l'estime de soi avant tout, en fait. L'estime de soi et l'amour de soi. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille vraiment beaucoup. Et ça va énormément mieux. Genre, je remarque un changement de fou par rapport à ça. Mon estime de moi, elle est beaucoup plus élevée que par rapport à avant. Je pense que là, si tu m'avais proposé un podcast comme ça il y a 3 ans, j'aurais dit non, tu vois.
parce que j'aurais été trop timide, j'aurais pas su quoi dire, j'aurais pas su, j'avais pas assez confiance en moi pour m'exprimer, tu vois, comme je le fais là. Donc les réseaux sociaux, c'est bien, c'est un outil incroyable. Et moi, je pense que sans Instagram, ma vie, elle serait complètement différente. Ouais. Littéralement, vraiment. Parce que là, du coup, maintenant, tu fais du biz un petit peu ? Un petit peu. C'est pas mon truc principal parce que Instagram, en fait, j'ai pas non plus 150 000 abonnés, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ça m'apporte énormément d'opportunités. Donc, des contrats parfois de modeling, des collabs avec des marques, des collabs avec d'autres créatifs aussi. Là, j'ai sorti un produit en ligne, du coup j'ai sorti un guide de Bali, un guide travel guide de Bali hyper complet. J'utilise du coup mon Instagram pour en parler, pour le partager, tu vois, donc c'est une plateforme qui est quand même hyper utile pour moi et j'y trouve énormément de valeur dedans. Mais je pense qu'avant tout, c'est comme dans tout en fait, si ton estime de soi elle est pas bonne, si t'as pas confiance en toi, bah ça va se retranscrire sur tout ce que tu fais en fait. Parce que toi, t'étais quelqu'un qui avait pas confiance en toi ? Non. Ah ouais ? Très timide. Parce que quand on voit ton Insta, on se dit putain, tu vois, la meuf, elle est ultra jolie. Enfin, si je me mets à la place d'une meuf, quand je vois ton Insta, je me dis putain, elle a la best life cette meuf, tu vois. Bah oui, parce qu'Instagram, encore une fois, d'ailleurs on en parlait avant, tu montres 10% de ta vie, tu vois. Ouais. T'as pas le reste, t'as pas les moments où tu doutes, où tu te sens un peu nul, où tu te regardes dans le miroir, tu te trouves moche, ou bah voilà, le mec avec qui tu parlais t'a ghosté, du coup tu te sens comme une merde. Enfin, mais t'en parles un peu toi quand même. Ouais, j'en parle un peu, mais j'évite parce que j'ai vite remarqué qu'en fait les gens ils ont pas forcément envie d'entendre quand ça va pas. Ouais, c'est le principe d'Insta, quoi. C'est le principe d'Insta. Ils veulent voir quand ça va bien, ils veulent rêver. Ils veulent aussi savoir que tu galères un peu, mais pas trop quand même. D'accord. Ils veulent pas t'entendre parler de tes problèmes toute la journée. Et moi, je comprends, parce que même moi, je suis quelqu'un qui donne du négatif dans sa story toute la journée. Ça va 2 minutes, tu vois. Genre, t'as envie de... Tu vois, faut que ce soit inspirant, faut que tu donnes... Faut que ce soit... tu viens pas sur Instagram pour te morfondre sur tes problèmes, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans ce que tu partages et il faut aussi, tu vois, moi je me demande toujours maintenant avant quelle valeur j'essaie d'apporter. Des fois c'est pas toujours évident, mais j'essaie de toujours apporter quelque chose, que ce soit du positif, essayer d'apporter un point de vue qui est intéressant et puis pas juste, tu vois, dire tes problèmes, aujourd'hui, machin, enfin, non. Après ça fait du bien aussi, je pense. Oui, ça fait du bien d'entendre. La réalité un petit peu. Oui, ça fait du bien, mais je trouve qu'il faut en parler quand t'as un peu de recul sur le sujet et pas te plaindre, tu vois. C'est pas constructif, je trouve. Moi, je sais pas, à chaque fois que je voyais tes posts, je suis plus trop sur Instagram, mais à chaque fois que je regarde ou quand tu dis des trucs, je trouve ça intéressant. Enfin, merci, c'est gentil. Enfin, tu vois, c'est important d'en parler, quoi. C'est des trucs inspirants, c'est des citations, c'est des machins, des lectures et tout. Je pense que c'est bien de partager. Mais bon, après, c'est parce que moi, je suis un peu, voilà, je suis le mec un peu, j'aime bien me parler des choses deep, c'est important. Oh, mais il y a beaucoup de gens qui aiment aussi. Ouais. Moi, ça va être le podcast des déprimés, tu sais. Non, je plaisante. Tant que ça inspire les gens, c'est cool. Mais non, ça inspire, ça montre que que oui, la vie, c'est pas forcément toujours facile, mais que moi, tu vois, je pense que la chose la plus importante dans la vie, c'est d'être bien avec soi. Et en fait, tout part de toi. Toute ta vie entière, ton succès, ta santé, tout va venir de comment tu vis les choses et comment tu es avec toi-même. Si ça va bien avec toi, si tu prends soin de toi, tu vas au sport, tu fais attention à ta santé mentale, tu entretiens des bonnes relations, tu prends le temps de gérer tes émotions, tout ça, t'es ambitieux, tu travailles, tu vois, dans la vie, il faut être toi, t'es cadré, il faut investir en soi en fait. J'avais du mal à l'exprimer, mais la chose la plus importante pour moi, c'est d'investir sur soi avant toute chose. C'est ça qui va te permettre d'avoir les plus grands résultats dans ta vie. C'est t'investir en toi avant d'investir dans le reste. Et ça peut être investir, faire un course. Un cours en ligne. Apprendre un nouveau skills, aller par exemple apprendre un nouveau hobby, aller à la salle, faire du sport, plein de choses. Mais ça pour moi c'est l'investissement en soi et c'est ça qui te donnera les plus gros dividendes sur le long terme. C'est ça. Il n'y a pas...
Très beau message de fin. Je vais te poser 4 questions. Si tu devais te donner, enfin 4, c'est rapide, hein, te donner une note de 0 à 5, on va dire de 1 à 5 sur ta santé, tu t'es à combien? Santé mentale et physique? Ouais. Franchement, je dirais 4,5. Parce qu'il y a toujours un petit espace pour l'amélioration, mais plutôt bien. Amour? Amour sur 5? Ouais. Ça va beaucoup mieux, je fais pas mal d'efforts pour communiquer et tout, donc je dirais 3. 3, ok. C'est bien, c'est plus que la moyenne. Ouais, parce que je pense que l'amour, ça vient de toi, donc c'est toi avec toi-même. Ok. C'est pas forcément réflexion dans une autre personne. Amitié? Amitié, ouais, 4,5, pareil, ça va. Et spiritualité? Ouais, spiritualité, je suis repassée un petit 2,5 quand même. Ah ouais? J'ai ça perdu, m'étonne de ouais. toi, ça. Après, non, je dis ça, mais je pense que c'est... Non, je dirais un bon 4. Non, c'est juste que je fais plus consciemment j'ai plus forcément de pratiques spirituelles, mais mes pratiques sont plus dans ma vie quotidienne, dans mes pensées, dans la reprogrammation de mon subconscient. C'est quelque chose que j'adore d'ailleurs, la reprogrammation du subconscient, c'est pour moi incroyable. Et ouais, c'est plus dans mon attitude par rapport à la vie, je dirais plus ça. Okay. Est-ce que tu es heureuse? Ouais, franchement, ouais. Trop cool. Je suis heureuse. Trop cool. Bon, bah écoute, on va finir avec, parce que c'est la petite habitude du podcast, et tu as la chance d'écrire dans le livre tout neuf, parce que je l'ai acheté exprès pour le podcast. Trop la bien. dernière fois, je l'avais fait avec la première invitée, c'était sur un carnet un peu caca. Tu vas écrire une question pour le prochain invité. Ça peut être sur n'importe quel sujet, et puis du coup, ce sera posé au prochain invité. Je dirai pas que ça vient de toi. Ah, tu dirais pas que ça vient de moi? Je te donnerai la question au prochain invité, et toi, je vais te poser une question de l'invité d'avant. Et je crois qu'on a déjà répondu, mais c'est pas grave. Alors, quel est l'événement le plus traumatisant que tu aies vécu, et quel impact ça a eu sur ta vie et ton identité? Ah, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. C'est une grosse question en plus. Hein. Ouais. Mais ouais, on en a déjà parlé. Je pense que c'est la perte de 2 personnes chères assez proches l'une de l'autre. Ça, ouais, un des plus gros moments difficiles de ma vie. Le divorce aussi, je pense. Voilà. Et puis l'impact, on est déjà allé dans les détails sur ce que ça m'a fait. Donc écoutez le podcast si vous voulez savoir ma réponse à cette question. Donc je vais te laisser noter la petite question du coup pour le prochain invité. Du coup, on remercie Marie d'être venue. Elle va repartir à Bali dans pas longtemps, je crois. Dans combien de temps? Samedi prochain, je repars en Indonésie, mais je vais pas à Bali. Ah, tu vas pas à Bali? Non, je vais à Sumatra, dans la jungle. Ah oui, tu me l'as déjà dit. Mais tu passes pas par Bali? Si, je vais à Bali le 17. Après. Mais du coup, je vais passer 3 semaines dans la jungle. Ok, super. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à commenter en dessous de cette vidéo. Ce sera aussi sur Apple Podcast, Spotify. Il faut donner de la force. C'est au début. On parle de sujets pas forcément communs là sur YouTube. Santé mentale, relations. J'invite des entrepreneurs. Donc donnez de la force. Et je vous dis à la prochaine. Salut!